Bonjour et bienvenue aux rencontres du Festival Un Point un Trait, l'émission de la librairie indépendante de Lodève en partenariat avec Radio Lodève. Vous sévissez depuis pas mal d'années dans le montage vidéo. C'était il y a 16 ans déjà avec un reportage sur la B2-iologie. B2-zoologie. Ouais, ou B2-iologie, ça fait, voilà. Parodie de lancement d'une religion basée sur la parole sacrée de Booba, un rappeur français pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas forcément. Aujourd'hui, vous êtes chef-monteur pour la télévision, pour des émissions ou des séries comme Zonze sur France TV ou 7e Ciel sur Ciné+ au CS. Vous êtes aussi créateur de podcasts et de web-séries, auteur, réalisateur de projets divers et variés, dit votre page Facebook. Charlie Leméga, bonjour. Bonjour. Alors, Altéré est d'abord un podcast en 10 épisodes. Vient de paraître aux éditions du Seuil le roman qui est à la fois une reprise et une suite. Quelle a été pour vous l'envie de multiplier les supports pour cette histoire ? Déjà de base, comme vous l'avez dit, moi j'aime bien varier les formats, parce que j'adore raconter des histoires, mais j'aime bien justement le faire de manières différentes, avec des formats différents, et j'aime bien m'adapter justement au format pour essayer de raconter une histoire qui n'est pas forcément incroyablement nouvelle, mais le fait que ça soit un nouveau format va la rendre potentiellement plus nouvelle, plus intéressante. Et là, avec le podcast, je reprenais un peu la forme des podcasts de témoignages intimistes, un peu comme le plus connu, ça va être les transferts, pour ceux qui écoutent un peu de podcast. C'est des gens qui vont raconter un petit peu leur vie, leur vécu. Et donc, j'ai voulu garder cette base un petit peu réaliste pour raconter une histoire qui l'est de moins en moins. Et le roman, c'est parce que quand j'ai sorti le podcast qui a beaucoup mieux marché que ce à quoi je m'attendais, on m'a beaucoup réclamé une suite parce que la fin est relativement ouverte, même si dans ma tête elle n'est pas tant que ça, mais c'est vrai que objectivement elle peut paraître très ouverte. Et donc j'ai commencé à y réfléchir de plus en plus, et tout ce qui me paraissait pertinent de développer, ça se prêtait moins justement au format du podcast, en tout cas le format moi que j'avais choisi, de podcast à première personne, intimiste comme ça, parce que je voulais jouer un petit peu avec le temps, laisser passer plusieurs décennies, je voulais développer d'autres personnages, etc. Donc ça se prêtait mieux au roman. Et donc j'ai un petit peu aller voir quelques éditeurs. Ça a bien marché avec ça, et ça a bien matché parce qu'ils avaient beaucoup aimé le podcast, et on est parti du coup là-dessus. Alors pour comprendre l'histoire d'Altéré, je vous propose juste la lecture de la page 20. Les semaines s'enchaînent, alternant orage, dernière vague de chaleur et visions inexpliquées. Des souvenirs inventés de plus en plus précis qui vont et viennent quand ils le sentent, au gré des stimulations extérieures. Une odeur, un son, un visage, un kaléidoscope d'images et de sensations. J'en ressors avec l'impression de visionner les épisodes d'une vie oubliée. Je me vois parler à des personnes que je n'ai pourtant jamais rencontrées, visiter des lieux où je ne suis jamais allé, et puis il y a cet homme sans visage qui revient continuellement me tourmenter. J'ai été plusieurs fois victime d'hommes sans cœur, sans couilles surtout, mais jamais sans visage. Mon incapacité à l'identifier rend ces apparitions plus frustrantes encore. Un peu comme avoir un mot sur le bout de la langue, sans jamais parvenir à le retrouver. Merci pour cette lecture. Alors, votre personnage principal est Alicia. Elle a lâché son boulot, elle cumule fatigue, trouble du sommeil, difficulté à se concentrer, manque d'espoir envers l'avenir, faible estime de soi et visiblement un cerveau qui joue avec les souvenirs. Qui est Alicia et de quelle jeunesse Alicia est-elle la représentante ? Alicia, donc, c'est une trentenaire parisienne qui se fait suite à un burn-out, qui a une carrière dans la publicité, qui a passé sa vie, qui a passé ses dernières années à bosser un peu jour et nuit pour son agence, et qui a complètement oublié qui elle était elle-même et ce qu'elle aime, et son identité, parce qu'elle a mis toute son identité dans ce travail. Et quand elle fait ce burn-out et qu'elle se retrouve avec des mois de chômage d'avance, beaucoup de temps pour réfléchir, elle commence à se demander un peu qui elle est, un petit peu essayer de trouver un sens à sa vie. Et c'est là que des nouveaux souvenirs vont venir la parasiter, parce qu'elle va avoir des faux souvenirs qui ne vont pas correspondre à ses souvenirs d'avant. Et je pense que c'est une représentatif d'une jeunesse aujourd'hui en quête de sens, où on a beaucoup de possibilités, mais plus on a de possibilités, moins on sait où on va. En fait, parfois, j'en virais presque ceux qui vont, leur père a fait ça, toute la génération fait ça, je fais ça, je me pose pas de questions. Et plus on pose de questions, plus on se dit que ça va mal, en fait, parce que je pense que c'est un peu notre nature de voir
les problèmes là-dedans. Donc elle a à peu près toutes les possibilités devant elle, et donc forcément, c'est trop. Vous glissez de petites infos, l'air de rien, sur l'héritage romain des jours de la semaine, par exemple, mais aussi sur l'effet Mandela. Pouvez-vous nous décrire ce qu'est ce phénomène ? Est-ce peut-être là l'origine de votre podcast et donc du livre Altéré ? Alors c'est une inspiration, ouais. L'effet Mandela, c'est un phénomène qui a été inventé en 2010, je crois, par une autrice qui s'appelle Fiona Broome, si je ne me trompe pas, une américaine, qui était persuadée que Nelson Mandela était mort dans les années 80 en détention, alors qu'il est mort il y a une dizaine d'années. Et en fait, en rencontrant des gens dans une conférence, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui partageaient ce même souvenir, donc ce même faux souvenir, que Nelson Mandela était mort dans les années 80. Alors qu'il reposait sur rien, aucun fait, évidemment, vu que c'est faux. Et elle s'est dit, c'est quand même très bizarre, pourquoi on est des milliers à partager ce souvenir qui n'existe pas. Donc elle a commencé un peu à s'intéresser au sujet. Elle a du coup imaginé le terme d'effet Mandela, le Mandela Effect en anglais. Et à ça viennent se greffer donc plein de faux souvenirs collectifs qui sont partagés par des milliers, parfois des millions de personnes, sans forcément d'explication. Et comme il n'y a pas d'explication claire, on peut y voir un peu tout ce qu'on veut. On peut y voir du surnaturel, on peut y voir du complot international, on peut y voir juste des faillances psychologiques. Et donc c'était intéressant comme base de départ, quoi. Qui est le fond du sujet de ce livre Altéré. Vous dites qu'il y a deux types de personnes avec qui il ne sert à rien de discuter. Les gens bourrés et les complotistes. Oui. Pourtant, Alicia va interagir avec ce monde, d'abord avec Argos, qui lui est non seulement complotiste, alcoolique et porteur de théories complètement loufoques, aux frontières poreuses entre imagination et réalité. De quoi le complotisme, est-il le déni ? Oula, ouais. Quelle question. Ouais. Alors, déni, je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours été fasciné par le complotisme parce que je trouve que souvent, c'est des très bonnes histoires. C'est juste que ça devrait rester de la fiction, mais en fait, les gens ont commencé à y croire. Et là, ce qui est fascinant aujourd'hui avec les bulles de filtre qu'on a sur les réseaux, sur YouTube, avec les algorithmes qui vont nous pousser, on va regarder une vidéo, ils vont nous emmener petit à petit vers potentiellement les vidéos complotistes. Une fois qu'on a regardé une, on ne voit que ça. Et pareil sur les réseaux, ce qui fait qu'en fait, on peut croire aujourd'hui, et on voit avec la remontée des platistes, des gens qui pensent que la Terre est plate, c'était une blague, maintenant il y en a énormément qui le pensent, même des célébrités, quoi, des gens a priori qui ont quand même une éducation et un cerveau. Et en fait, comme maintenant, l'avantage d'un connaissant Internet, c'est qu'on peut trouver une communauté pour tout. Alors c'est très bien, on peut trouver d'autres fans d'un sport, vraiment du Quidditch ou je ne sais quoi, mais on peut aussi trouver une communauté pour croire n'importe quelle théorie du complot complètement invraisemblable. Et à partir du moment, et c'est ça qui est aussi intéressant avec les faux souvenirs, comme on a forcément tendance à croire notre cerveau en priorité, alors qu'il ne faut pas faire confiance sur son cerveau parce que son cerveau invente constamment sans qu'on se rende compte. Si on croit fermement quelque chose et qu'on va on va forcément trouver des gens qui vont aller dans notre sens, et donc on va dire on a forcément raison, et aussi ils le pensent. Et voilà, toutes ces bulles Internet vont nous forcer pas nous forcer, mais vont nous confirmer dans nos croyances les plus folles. Le biais de confirmation. Exactement. Vous dites aussi que page 165 que la nuance, c'est épuisant. En quoi faire du complotisme un des thèmes de votre livre, même si vous le traitez de façon légère et un peu humoristique, est-il un moyen de lutter, pensez-vous, contre les fake news ou peut-être de participer indirectement à l'éveil de l'esprit critique ? À lutter, je ne sais pas, mais c'est intéressant toujours de prendre du recul sur la question. Et c'est vrai que même, je ne sais plus exactement les chiffres exacts, mais il y a quand même une grande partie de la population française qui va croire au moins à une ou deux théories complotistes, que ce soit donc sur les vaccins ou sur le gouvernement surtout. Et en fait, nous, on va avoir notre croyance, et quand on va avoir une croyance d'un autre, on va s'en moquer en disant c'est vraiment débile, qu'est-ce qu'il faut. En fait, nous, selon nos biais, on va pouvoir croire quelque chose d'aussi fou, mais c'est juste que nous, ça nous correspond plus. Donc prendre du recul et voir un petit peu ce personnage qui, a priori, il pense une chose complètement folle, au final, il est un petit peu dans le vrai. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça nous fait prendre du recul, ouais. Entre Argos et Alicia,
Bon, il y a des confrontations dessus, mais ça fait avancer l'enquête aussi à travers votre roman. L'idée d'avoir de faux souvenirs ouvre la question du bien fondé d'un souvenir. En quoi un souvenir peut-il être faux et comment on arrive à construire un souvenir qu'on n'a jamais vécu? En fait, tous nos souvenirs à peu près sont faux, dans le sens où déjà de base, le cerveau déteste le vide. Donc quand on va se souvenir de quelque chose, comme je dis dans le roman par exemple, si je vais me souvenir de ce moment et que je ne vais pas me souvenir de la couleur de votre chemise, je vais partir de la couleur la plus probable, ou celle, si je vous ai déjà vu porter cette chemise-là une autre fois, je vais dire il portait sûrement cette chemise. Et donc on va combler tous les vides de souvenirs, ce qui fait que même si l'essentiel est vrai, déjà tous les détails sont faux. Donc déjà il faut déjà se poser la question sur le souvenir. Et après, plus on va se remémorer ce souvenir, plus ce souvenir va se réécrire. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se remémore un souvenir, on le réécrit dans le cerveau. Ce qui fait qu'en fonction de ce qu'on a vécu entre-temps, des discussions qu'on a eues, potentiellement des films qu'on a eus, des rêves, ou de ce que nous ont dit d'autres gens sur ce même souvenir, on va les réécrire. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas du tout faire confiance à nos souvenirs. Et c'est très dur à accepter, parce que si on ne peut pas faire confiance au cerveau, on fait confiance à qui, en fait? Et c'est le problème aussi aujourd'hui, même avec l'actualité, les news, c'est à qui on fait confiance? Est-ce qu'on peut encore faire confiance à quelqu'un? Et à quoi est confrontée Alicia dans cette accumulation de faux souvenirs qui viennent la perturber? Alicia, déjà qu'elle est en quête de sens, là, elle va avoir des souvenirs qui vont contredire ses souvenirs d'enfance et qui vont lui montrer une personne complètement différente de ce qu'elle est. Donc, par exemple, beaucoup plus impulsive, et elle va se demander qui elle est. Et si moi, par exemple, si j'effaçais tous vos souvenirs et je vous mettais les miens, est-ce que vous allez rester la même personne? Est-ce que vous allez devenir moi? Est-ce que notre personnalité se base, à quel point notre personnalité se base sur nos souvenirs ou sur une sorte d'âme, au sens général du terme? C'est ça un peu la question qu'on se pose dans le roman, et on explore un peu différentes Alicia et essayer de comprendre un peu qui est la vraie Alicia. Est-ce que cette question a un sens? Est-ce que, quoi qu'il arrive, moi j'adore les expériences un peu cruelles, mais sur les jumeaux, il y a un excellent documentaire qui s'appelle Three Identical Strangers, où c'est 3 triplés séparés à la naissance, mais ils ne sont pas au courant qu'ils sont séparés. Et en fait, c'est des chercheurs qui ont essayé de voir comment ils évoluaient dans des milieux différents, donc un milieu un peu plus pauvre, un milieu un peu plus riche. Et les 3, de base, génétiquement, étaient plus propices à la dépression, sauf que celui qui va être dans un milieu un peu plus aisé, avec des parents plus aimants, etc., va réussir à s'en sortir, alors que celui qui est plus pauvre et qui va avoir confronté à plus de problèmes dans sa vie, ce biais génétique va prendre le contrôle et lui, au final, le pousser au suicide, alors qu'à la base, il partait avec un peu les mêmes cartes. Mais voilà. Alors, au cours du roman, Alicia découvre son père et ouvre cette question du « si c'était à refaire, ferions-nous différemment ?» De quoi cette question a-t-elle le regret? Est-ce que ces choix d'ouverture du possible et pouvoir potentiellement les revivre sont des choix souhaitables? Je pense qu'il faut s'en séparer, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous dans notre vie au moins 1 ou 2 croisements où on se dit, si j'ai tourné à gauche plutôt qu'à droite, qu'est-ce que je serais devenu quoi aujourd'hui? Et je pense qu'on a tout ça, et là, c'est normal d'y réfléchir, et c'est plutôt sain, mais à petite dose, je pense. Et si on passe, c'est un peu... Le livre, il n'est pas du tout moralisateur ou quoi, mais l'idée, c'est un peu plus de se tourner sur le présent et un peu oublier le passé. Et si on passe sa vie à ressasser le passé et savoir si j'avais fait ça et si j'avais fait ci, ça peut devenir très vite dangereux, quoi. Alors, vous dites, page 61, qu'Alicia préfère la froideur de la vérité à la douceur de l'ignorance. Bon, alors, c'est pas pour jeter un froid, mais dites-nous la vérité. C'est quoi un anti-téléphone tachyconique? Tachyonique? Je spoil un peu du coup, mais c'est une invention théorique de plusieurs physiciens, notamment Einstein, qui avait réfléchi à ça, avec les tachyons qui permettent d'aller plus vite que la lumière, et je passe les détails scientifiques, mais ce qui permet de remonter dans le temps, en fait. Accentué dans cette deuxième partie du livre, où les paroles se mêlent au texte, votre roman se lie au rythme de musique que vous proposez. Ambiance très années 50, référence à la musique, à la peinture, au dessin. De quoi l'art est-il pour vous l'expression? Alors, je vais répondre à côté, parce que je ne vais pas répondre à ça. Mais c'est la meilleure façon de répondre. Non, je vais faire un énorme pas de côté, c'est pas grave.
Au contraire. Non, ce qui est intéressant, c'est comme du coup à la base c'est un podcast. Il y a ce que j'ai créé, il y a tout ce qu'ont apporté les comédiens et le compositeur qui a créé une ambiance musicale, une BO exceptionnelle. Et ça a donné une œuvre qui, moi, me dépasse un peu, quoi, qui est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Et je me suis servi de cette base pour écrire le roman, c'est-à-dire que quand j'écrivais le roman, j'avais la BO que moi, déjà, j'avais en tête, parce que j'aimais bien l'idée que le personnage soit nostalgique d'une époque qu'elle n'a jamais vécue, c'est-à-dire les années 50. Et j'ai aussi la BO du compositeur qui rajoutera une autre complètement dimension. Complètement une autre dimension, pardon. Et en écrivant la suite, ce qui était intéressant, c'est justement d'avoir la voix de ces comédiens, d'avoir la musique en tête, et ça a emmené le roman dans une direction où je ne serais pas forcément allé si j'avais écrit tout seul dans mon coin, quoi. Et c'est, alors pour faire un petite pirouette, c'est la contribution artistique de chaque personne du podcast qui a fait que ce roman est comme ça. Et d'avoir inséré comme ça des paroles, surtout sur cette deuxième partie, donc, qui est la suite du podcast en fait. C'est pour rythmer aussi, pour redonner une ambiance musicale, ça on l'a clairement entendu, mais ça influe énormément. Oui, j'espère. Après, c'est toujours compliqué quand on introduit de la musique dans un roman, parce que les lecteurs n'ont pas forcément la référence et ne vont pas forcément faire l'effort d'aller écouter. Mais c'est vrai que c'est une petite référence au podcast où l'ambiance jazzy années 50 est une grosse part prenante du podcast. Et donc c'était pour faire référence à ça que j'en ai replacé dans le roman. Ouais. Que permet dans le processus d'écriture la création d'un personnage principal aussi éloigné physiquement de vous, mais aussi en quoi Alicia vous ressemble ? Je pense que déjà tous les personnages me ressemblent d'une manière ou d'une autre, même si c'est des petites touches. Là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Alicia... Même Argos, ouais. Après, là, justement, le fait que c'est sur un podcast, le personnage d'Alicia surtout, mais le personnage d'Argos aussi, quoi. C'est pas très sympa pour lui, mais c'est un mix entre moi, ce que j'avais en tête, et la comédienne principale, qui a mis beaucoup d'elle, qui est aussi qui a les mêmes orientations, qui a la même origine guadeloupéenne, etc. Après, on a vécu dans des milieux, qui vient aussi de Seine-Saint-Denis, quoi. Il y a plein de références à sa vie, et donc c'était intéressant de faire ce personnage qui est une collaboration entre ce que j'ai en tête et elle. Après, moi, je pense que le plus gros point commun entre Alicia et moi, c'est la quête de sens. En fait, ça, c'est un peu ma lubie depuis toujours en tant que pauvre athée. Qui ne voit pas de sens à la vie et la vie qui me paraît complètement absurde. Ça m'a conduit vers une dépression plus jeune, et là, l'idée, c'est est-ce qu'on peut trouver un sens à la vie, ou est-ce qu'il faut juste oublier qu'il y en a un ? C'est ça un peu le point commun entre les deux personnages. C'est quoi pour vous la jubilation de l'écriture ? Est-ce, comme le suggère Geoffrine Donadieu dans son livre « Aux nuits à venir », qu'inventer une histoire est un acte de jouissance ultime ? Je vais vous lire sa phrase qui disait « Un chapitre, un orgasme ». Non, comme elle, c'est assez épuisant et douloureux pour moi d'écrire. Je ne sais plus qui disait « Je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit ». Et c'est un peu pareil pour moi. C'est-à-dire qu'il faut quand même que, même si je suis toujours content d'écrire, ça dépend aussi des périodes. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez... structuré quand j'écris, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un squelette vraiment très précis de mon histoire avant de vraiment me mettre dedans. Je ne me laisse pas trop emporter, même si c'est ça qui est cool. Ça, c'est une des premières jouissances, c'est quand on a prévu quelque chose et qu'à un moment donné, on connaît tellement nos personnages que quand on s'y met, on se dit non, en fait, ça se tient pas. Il ne peut pas se passer ça parce que nos personnages ne feraient pas ça. Je l'ai cru quand j'étais au début de mon histoire, mais maintenant que je connais les personnages, ils ne feraient pas ça. Et donc, c'est là où les personnages parlent pour nous et nous guident, eux, dans l'histoire. Et ça, c'est une première jouissance. Et après, pour moi, la deuxième jouissance, c'est quand j'ai fini, en fait, quand je me dis « ça y est, ça existe ». Et c'est sorti de mon cerveau. On a l'impression un petit peu de creuser pendant des mois pour avoir son histoire, essayer de la modeler. Et une fois qu'elle existe, on est soulagé. Avez-vous construit votre livre comme vous montez vos vidéos ? Quelle est l'influence de votre métier sur l'écriture ? Je vais revenir un peu au podcast, mais déjà quand j'écris et donc quand je réalise, vu que je sais que je vais le monter, j'ai déjà ça en tête.
Donc quand je réalise, je sais déjà ce que je vais couper, ce que je vais garder, ce qui marche pas. Donc je suis déjà en train de monter quand je réalise. Et donc ça, c'est une grosse influence sur ma réalisation. Et sur mon écriture, je pense qu'il y a quand même une question de rythme. Moi, je trouve ça important, le rythme, surtout dans du genre comme du thriller. Et c'est vrai que le montage, ça apprend aussi à prendre du recul sur la matière. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive sur un projet, le réalisateur, il y a des scénaristes qui ont écrit un scénario, il y a un réalisateur déjà qui doit un petit peu s'en détacher pour voir ce qui marche ou pas sur le plateau avec les comédiens et en faire son œuvre à lui. Et moi, quand j'arrive en tant que monteur, je dois aussi voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et repartir à zéro et me dire si ça, c'était sûrement une très bonne idée sur papier, c'était sûrement une très bonne idée sur le tournage, mais ça ne marche pas en montage, donc il faut l'enlever. Ou au contraire, ça marche beaucoup mieux que prévu, il faut essayer de l'appuyer, etc. Et c'est ce que j'essaye de faire quand j'écris, c'est-à-dire une fois que j'ai une ébauche, prendre un petit peu de temps de recul, me repencher dessus comme un monteur et me dire ça je coupe, et essaye d'enlever l'affect que je peux avoir. Ah ouais, mais ça, j'aime vraiment ce passage. Ou ah ouais, mais ça, c'est important parce que moi, quand j'avais 12 ans, j'avais fait ça. Et du coup, on s'en fout, en fait. L'important, c'est, moi, j'en fous. L'important, c'est que ça soit, le résultat soit le plus réussi possible et qu'on ne parte pas dans tous les sens. Donc, je coupe comme un monteur avec sa machette. Alors, votre histoire, altérée, parue au Seuil, pose la question de si aujourd'hui la vérité est pour certains devenue une opinion comme une autre. La réalité est-il une forme de fiction comme une autre ? Tout à fait. Et pour en revenir aux bulles de filtre, et on parlait un petit peu tout à l'heure de l'IA, Guy qui disait que du coup ça nous pousse maintenant à faire plus attention quand on voit des images, à savoir si c'est vrai ou faux. Et j'ai l'impression que malheureusement c'est un peu l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que vu que tout est potentiellement faux maintenant dans ce qu'on voit sur Internet, on ne va pas forcément faire l'effort de vérifier. Beaucoup de gens ne vont pas forcément faire l'effort de vérifier et vont plutôt aller dans leurs croyances. C'est-à-dire que si l'information leur plaît parce que ça correspond à peu près à ce qu'ils pensent, ils se disent oh, bah, ça doit être vrai parce que voilà, ça me plaît. Et si au contraire, ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent, ils vont dire bah, de toute façon, c'est fake, c'est inventé, etc. Et de plus en plus, j'ai l'impression que la vérité, malheureusement, n'a plus d'importance et on se base sur le ressenti. Et si des gens comme Trump peuvent être élus aujourd'hui, c'est que justement on s'en fout des faits et l'important c'est le ressenti pour les électeurs et c'est très inquiétant. Donc si vous avez des problèmes de souvenirs ou si vous avez des souvenirs que vous n'avez pas vécus, vous pourrez vous retrouver dans le personnage d'Alicia dans ce roman polar écrit par Charlie Leméga. Pour la modique somme de 20 €. Peut-être. Paru aux éditions du Seuil. Charlie Leméga, merci pour vos réponses. Merci. Et merci à Radio Lodève pour l'enregistrement de ces émissions. J'arrive en fin de journée, je suis un petit peu fatigué. Merci à Nathan pour l'enregistrement et le montage et la mise en ligne de ces rencontres que vous pourrez retrouver sur notre site un.intrait.fr. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.